Voilà. Bah Claire, du coup, je te passe la parole. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Très Tout bien. à fait. Oui. Alors, je fais un rapide bilan du P8 sur les 2 phases. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée de ce qui a été fait sur le P8 en Grand Est. Donc sur la phase 1, on a eu 18 candidatures avec 11 projets sélectionnés pour un montant environ de 450 000 euros de FEADER. Donc on est plutôt satisfait parce qu'effectivement les candidats pour la phase 1 du projet ont tous candidaté pour la phase 2, presque. Donc ça a vraiment joué un rôle d'incubateur. Donc voilà, on est plutôt satisfait. Pour la phase 2 du PUI, on a eu 17 candidatures qui ont été examinées. Aujourd'hui, on compte 9 sélectionnés pour un montant de FEADER de 7 millions d'euros. Donc parmi ces 9 sélectionnés, on compte 2 projets en Lorraine. Donc, on a 9 sélectionnés et potentiellement 12 projets à terme qui pourraient participer au groupe opérationnel. Donc voilà, il y a eu un vrai enthousiasme pour cet appel à candidature, malgré le seuil élevé des dépenses. Et voilà, on a pu constater effectivement de belles dynamiques autour de l'innovation, malgré le fait que ce soit un dispositif nouveau. Voilà. Donc je laisse la parole donc au réseau rural pour la suite de la présentation. Merci Claire. Alors effectivement, on va vous présenter en quelques minutes le réseau rural Grand Est et ensuite on passera la parole à Pascal Riccoboni qui nous a rejoint. Alors si certains veulent bien couper leur micro, il y a des petits parasites. Et voilà, Pascal Riccoboni qui nous a rejoint pour un zoom sur l'animation nationale des GoPUI. Voilà, donc Clémentine, je te laisse présenter le réseau rural. Oui, alors je vais vous partager un petit PowerPoint fait maison. Voilà, j'espère que tout le monde le voit bien. Donc, je vais vous présenter ce qu'est le réseau rural Grand Est. Donc, le réseau rural, c'est une initiative européenne qui a été mise en place dans chaque État membre sur la période de programmation 2014-2020. Chaque État membre le gère comme il l'entend. Et la France a choisi de décliner le réseau rural à l'échelle des régions, puisque ce sont elles qui élaborent les programmes de développement rural, les PDR. Seules 2 régions françaises n'ont pas souhaité développer le réseau rural, ce sont la Corse et l'Occitanie. Donc on a une organisation en 3 niveaux, avec un premier niveau européen, un niveau national et un niveau régional. En Grand Est, le réseau rural fait partie du pôle ruralité, ingénierie et innovation territoriale, qui fait lui-même partie de la direction de la cohésion de territoire, que l'on retrouve dans le pôle cohésion et proximité. Il y a 2 ETP pour le réseau rural Grand Est, donc Louise, qui est basée à Strasbourg, et moi-même qui suis à Châlons-en-Champagne. Et le réseau réseau rural Grand Est est apparu en 2017. C'est une petite particularité en Grand Est, c'est que le réseau rural est basé dans la direction qui se charge de l'aménagement du territoire, alors qu'en général, il est plutôt basé dans la direction Europe. On travaille en synergie avec le Pacte pour la ruralité, qui est une politique régionale lancée en 2016 pour soutenir, développer et valoriser l'ensemble des territoires ruraux dans leur diversité. Donc le but de ce pôle, c'est d'être au plus près des citoyens et des territoires. Le réseau rural est participatif et ouvert à tous les acteurs du développement rural en région Grand Est qui peuvent être ponctuellement intéressés et concernés par une thématique susceptible d'être traitée par le réseau rural régional et qui contribuent aux objectifs du réseau rural en s'impliquant dans ces activités. Donc ces activités, ce sont d'identifier des projets exemplaires et innovants et les valoriser, faciliter les échanges d'expériences et la mise en relation des acteurs,
former et mettre en réseau les 32 GAL de la région Grand Est, informer sur les possibilités de financement des projets de développement rural, appuyer la mise en œuvre du PUI, d'où la réunion d'aujourd'hui, et mettre en réseau l'EGO PUI à l'échelle du Grand Est, voire au-delà. Et on fait de même avec les projets MCDR et faire de la veille sur les questions du développement rural. Pour 2020 et 2021, nos chantiers, c'est de poursuivre ce qui a déjà été amorcé en 2019. C'est aussi travailler sur la communication et l'animation, notamment via la page internet du Réseau Rural Grand Est qui est située sur le site internet du Réseau Rural National. Donc je vous invite à vous rendre sur cette page, vous y retrouverez les actualités et l'agenda des événements qui pourraient vous concerner. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin de diffuser un événement auquel vous participez ou que vous organisez. On cherche à construire aussi une complémentarité avec le pacte pour la ruralité, puisque ça fait pas longtemps qu'on est en synergie, suite à une réorganisation à la direction fin d'année 2019. On va accompagner les GAL dans l'exercice de l'évaluation. On va soutenir et valoriser les projets PUI, donc ce webinaire en est la première étape. On va faire de même avec les projets MCDR. Et on va être force de proposition dans l'élaboration du PESN et la construction du futur réseau PAC. Donc, en résumé, pour conclure, nous travaillons avec une multitude de structures et d'acteurs. On est porté par une volonté de décloisonnement qui se concrétise par la création de projets communs. On mobilise, on innove, on coordonne, on informe et on optimise. Merci de votre attention. Merci beaucoup Clémentine, et je précise que le projet MCDR, c'est un mouvement collectif pour le développement rural. Voilà. Et je passe donc la parole à Pascal pour le Zoom sur l'animation GoPUI. Bonjour, alors moi je suis Pascal Riccoboni, je travaille pour le réseau rural national. Ce réseau rural national, donc ses activités sont précisées dans un plan d'action validé par la Commission européenne, et donc j'y développe les activités relatives au déploiement du PUI en France. Je précise que le réseau rural national est un programme et qu'il est piloté par 3 organisations qui sont le ministère de l'Agriculture, Région de France et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Une toute petite précision, les projets MCDR dont il a été question, ce sont des projets multi-acteurs qui regroupent un certain nombre de réseaux autour de thématiques spécifiques et qui sont effectivement soutenus par le réseau rural national en lien avec les réseaux ruraux régionaux. Alors, s'agissant de l'animation PUI plus particulièrement, je veux bien que tu appuies sur Clémentine, voilà. Je voulais quand même vous insister sur un élément. Donc, les régions lancent des appels à projets pour soutenir des groupes opérationnels du PUI. Pour autant, le PUI, c'est une initiative plus large, puisque pour cette programmation-ci, l'Europe avait décidé de soutenir l'innovation interactive sous toutes ses formes, une innovation qui permette de répondre à des besoins urgents des acteurs du terrain. Et elle avait décidé de le faire via 2 politiques, la politique agricole commune, via la PAC, et puis la politique européenne de la recherche Horizon 2020. Donc ces 2 politiques, vous les voyez ici présentées sur le PPT, financent des projets multi-acteurs, les uns à l'échelle régionale, via les appels à projets, et les autres à l'échelle européenne, des projets transnationaux associant au moins 3 acteurs et des acteurs de terrain pour produire des connaissances et des innovations urgentes pour le terrain, ou bien financer des réseaux thématiques qui, eux, ont vocation à identifier, repérer les innovations partout en Europe et les mettre à disposition, bien souvent sous forme de réservoirs, à la communauté européenne de l'innovation et des acteurs de terrain, forestiers, agriculteurs. Slide suivant. Alors, le PUI en chiffres, au terme donc d'une presque totalité programmation européenne, avec des pas de temps un peu différents, puisque la politique européenne de la recherche a bien démarré dès 2014, alors que le FEADER s'est mis en œuvre progressivement. Les PDR ont été acceptés et validés en 2015. Donc, les chiffres au 1er avril 2019, nous avons 246 groupes opérationnels sélectionnés en France dans le cadre, à l'issue de 51 appels à projets,
par 16 des régions françaises, ce qui représente un montant, alors je ne vois plus les chiffres, voilà, de 67 millions d'euros si engagés de FEADER, hein, en termes d'engagement à ce stade. Voilà. Au niveau européen, donc nous en sommes à 153 projets multi-acteurs, les projets dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des projets assez bien dotés, financés à 100%, donc pour un total actuellement sur les 140 premiers projets financés de 800 millions d'euros, mais l'objectif c'est bien 1 milliard d'euros pour 180 projets multi-acteurs de ce type. Donc vous imaginez les réservoirs de connaissances et d'innovation que représentent ces projets. Donc je me permets d'insister parce que le PUI, c'est bien tout cela et c'est bien toute cette matière première qui est à votre disposition et que l'ensemble des projets ont vocation à partager via vos autorités de gestion, via des formats communs, via des pratiques utiles à l'échelle du réseau européen du PUI et du réseau national. Je précise que ces deux dispositifs sont pilotés par la Direction générale de l'agriculture, enfin, de la Commission européenne, qui est très attentive sur l'ensemble des travaux. Et quand je dis l'ensemble des travaux, elle identifie aussi les besoins de recherche importants pour les acteurs de terrain, qu'elle ensuite formalise dans des appels à projets européens qui financent ces fameux projets. Donc c'est tout à fait important de bien alimenter les réseaux et de participer aux opérations. Slide suivant. Donc en France, nous sommes à 246 groupes opérationnels. Je vous laisserai regarder les chiffres tranquillement. Simplement pour vous signaler qu'il y a des régions qui ont démarré tôt, qui ont lancé des appels à projets en début de programmation, qui ont pu cesser, d'autres qui lancent des appels à projets sur toute la durée de programmation. Donc on a là des chiffres assez différents et les chiffres ne sont pas forcément... Enfin, il est intéressant de regarder les tableaux des appels à projets, de s'y intéresser, puisque vous verrez la qualité, la variété de ces groupes opérationnels. Je précise aussi que chaque région ayant mis en œuvre selon ses propres critères de priorité, tant thématiques qu'en termes de montant plancher et d'objectifs, on a des groupes opérationnels d'envergure extrêmement différents. Par exemple, en Pays de la Loire, on a 4 groupes opérationnels mentionnés dans ce tableau, alors même que ce sont des méta-projets qui révèlent une grappe de groupes opérationnels. Suivant. Alors, je voulais insister, enfin, compte tenu de cette diversité, hein, ayant assez peu de temps, je suis assez elliptique, je voulais insister sur l'intérêt que vous avez à prendre connaissance de la plateforme qu'a mise en place le réseau rural national relativement au PU Agri, qui est le reflet de l'ensemble de ces activités. Des activités qui consistent bien sûr à mettre en réseau les acteurs de niveau national, régional et européen, sous leur grande diversité, acteurs de la recherche et l'innovation, mais aussi du développement agricole, de l'environnement, etc., à toutes les échelles, hein, vraiment européenne, nationale et régionale. Un pan d'activité important qui est l'appui aux autorités de gestion pour le déploiement de cette programmation, puisque tout le monde partait de zéro, donc il s'agissait de s'approprier ces outils, d'en partager la compréhension et les possibilités de déploiement. Donc on a pu mettre à disposition avec les autorités de gestion dans le cadre d'un groupe de travail auquel nous travaillons, dans lequel nous collaborons un certain nombre d'outils. Nous avons bien entendu déployé une plateforme PUI nationale avec un certain nombre d'onglets qui vont depuis un onglet groupe opérationnel du PUI, où vous trouvez un tableau récapitulatif, nous essayons de consolider l'ensemble des groupes opérationnels sélectionnés en France. Un onglet le PUI en région, où nous avions fait des fiches sur comment les régions soutiennent l'innovation. Nous y mettons bien entendu tous les appels à projets qui sortent. Des onglets, les projets européens du PUI, donc j'ai parlé de ces fameux projets multi-acteurs et réseaux thématiques européens, mais aussi les travaux du réseau européen du PUI. Nous avons souhaité, en complément du réseau européen, un espace français où nous listons l'ensemble de ces projets dans une version française des titres français et nous traduisons un certain nombre de fiches de synthèse.
un onglet Actualité et événements où vous retrouverez les flashs thématiques du PUI et les brefs du PUI auxquels je vous invite à vous abonner. Un onglet comité consultatif du PUI qui est notre enceinte, hein, puisque nous avons 3 pilotes et nous travaillons en multi-échelle avec les régions et les acteurs nationaux, donc il nous fallait un groupe de travail pour travailler. Et là aussi, nous essayons d'y proposer des informations assez pédagogiques. Récemment, par exemple, nous avons fait une fiche sur que sera la politique, la politique européenne de la recherche post-2020, une description de ce fameux projet Horizon Europe. Bon, c'est un exemple, hein, mais il y a beaucoup de choses et le compte-rendu qui sera mis en ligne sera très riche. Et voilà, puis un onglet lien utile. Donc, je vous invite vraiment à vous familiariser avec cet outil, puisque voilà, nous y véhiculons beaucoup d'informations et nous nous astreignons à une information régulière et la plus utile possible. Slide suivant. Alors, vous signalez qu'il y a bien entendu une animation européenne du PUI qui a vocation à croiser ce qu'est le PUI dans la PAC, dans tous les États membres, et ce qu'est le PUI dans la politique européenne de la recherche Horizon 2020, hein, les fameux projets multi-acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce site est extrêmement fourni aussi. Il est par contre en anglais. Voilà, c'est tout à fait intéressant de s'y rendre déjà pour prendre connaissance de ces activités, de vous inscrire au newsletter qui communique aussi un certain nombre d'informations. Et j'en profite pour signaler que, en principe, la région mobilise les groupes opérationnels pour enseigner ce qu'on appelle un format commun, qui permet de décrire le projet, d'écrire le partenariat, les objectifs et ensuite de transmettre des éléments au fur et à mesure, éventuellement transmettre des pratiques utiles à partager au niveau européen et à la fin du groupe opérationnel, partager le rapport du groupe opérationnel et les éventuelles vidéos, sites utiles. Et c'est tout à fait important de le faire parce que dès lors que vous le faisiez, que c'est transmis de manière officielle, on retrouve ces informations sur ce site européen. Et c'est un moyen d'être connecté par d'autres groupes opérationnels. C'est aussi un moyen d'être connecté par des projets européens du PUI pour faire partie, par exemple, de ces projets ou être cité parmi les expériences, les innovations utiles. Parce que le PUI, c'est bien entendu un travail en réseau pour accélérer la production d'innovation, mais aussi son appropriation. Alors, le réseau européen du PUI organise toute une série d'événements, des événements, des séminaires, des workshops, tout ceci est en anglais, et puis des groupes de travail qui essaient de défricher l'état de l'art sur une question qu'on appelle des focus groups. Et souvent, d'ailleurs, dans nos brèves, nous appelons à des experts pour contribuer à ces focus groups thématiques, qui sont tout à fait importants aussi. Alors, un rapide retour sur notre activité, l'activité nationale et européenne des réseaux l'an dernier. Donc, un sommet auquel certains d'entre vous ont pris part, hein, je pense au groupe opérationnel Chanvre. Nous avions organisé avec la DG Agri, la région Normandie et le réseau européen du PUI un sommet européen qui a réuni 480 participants pour travailler sur la transition agroécologique et comment le PUI contribue à cette transition ainsi que d'autres projets partenariats. Je vous le signale parce que là aussi, on a beaucoup d'informations, des carnets des projets en anglais, mais aussi en français, qui présentent les 120 projets présents à cette occasion, classés par grandes thématiques, depuis l'autonomie alimentaire des élevages jusqu'aux modalités de gouvernance pour bien intégrer l'agroécologie dans l'aval, c'est-à-dire création de chaînes de valeur, etc. Suivant. Alors, parmi les opérations qui vous concernent assez directement, le réseau rural, à l'occasion de Lisieux, le réseau allemand nous avait approché pour une opération commune en France. Et à ce titre, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté se sont très vite mobilisés pour accueillir une délégation de groupes opérationnels, d'acteurs de l'innovation et d'autorités de gestion allemands. Signaler aussi dans nos actions le soutien à force pour un
un événement d'envergure européenne sur les questions forestières. Et je sais qu'il y a 2 groupes opérationnels forestiers en Grand Est et signalé que sur le site du réseau, on a un espace volet thématique, animation, expertise thématique sur forêt. Et que là, il y a des éléments aussi intéressants à y retrouver, sans compter les travaux des focus group du PUI Forêt et des projets européens du PUI Forêt. Donc là, je pourrais y revenir, mais un flash thématique liste l'ensemble de ces éléments dans lequel je crois que les groupes opérationnels du PUI Grand Est n'apparaissent pas encore parce que nous n'avions pas l'information. Voilà, c'est simplement pour mettre un petit peu en parallèle ce que nous faisons et éventuellement vos secteurs d'intérêt. Nous essayons de valoriser dès lors que nous en avons connaissance les groupes opérationnels sous forme d'interviews, par exemple dans la revue du réseau rural ou dans les newsletters mensuels du réseau rural. Suivant. Alors, en 2020, donc, nous avons deux grandes priorités. Bon, c'est bien sûr tirer les leçons de la programmation actuelle pour être en capacité de faciliter le déploiement de la prochaine programmation, ce en lien avec les régions et l'ensemble des acteurs du PUI. Mais notre grande priorité, c'est la valorisation, continuer la valorisation et l'appropriation des travaux du PUI. Alors, je pense en particulier, nous avons initié une formation à faire une vidéo avec son smartphone avec les groupes opérationnels d'EDOM et nous allons généraliser cette formation à l'ensemble des groupes opérationnels français. Donc, vous serez bientôt contactés, enfin bientôt, alors peut-être pas tout de suite parce que vous commencez vos travaux, mais en tout cas sur l'année qui vient, contactés pour être formés à réaliser des vidéos vous-même de présentation de projets, de valorisation des résultats. Nous lançons aussi des animations thématiques du PUI pour réaliser ce croisement entre les productions européennes des projets du PUI et les productions régionales et les réseaux thématiques français. Bien entendu, nous aurons un séminaire en fin d'année. Nous travaillons un séminaire commun avec l'INRA sur la valorisation des projets pour et sur le développement rural et nos travaux, par exemple. Voilà. Et, bon, évidemment, nous travaillons avec Région de France là, pour la suite de la programmation. Slide suivant. Oui, alors j'en ai passé 2 là. Clémentine. Ah non, excuse-moi, pardon, je ne vois pas très bien ce que tu mets sur l'écran. Désolée. Animation et priorité européenne 2020, pardon, excusez-moi. Donc là, je me permets de vous signaler que donc le réseau européen du PUI organise des ateliers et des événements qui sont tout à fait intéressants. Pourquoi? Parce qu'on y rencontre d'autres acteurs qui travaillent sur les mêmes projets que vous. Et donc il y a un échange de pratiques intéressant, que ces rapprochements peuvent parfois donner lieu aussi à la création de réseaux thématiques européens du PUI. Et on a eu comme ça des cas tout à fait intéressants de groupes opérationnels du secteur ovin qui se rencontrent lors d'un atelier européen et qui débouchent sur un réseau thématique européen travaillant sur les mêmes questions qui permet vraiment de repérer les innovations et les connaissances à l'échelle européenne. Et c'est vraiment un coup d'accélérateur et ce sont aussi des moyens financiers assez substantiels pour travailler à cette échelle. À ce titre, il y a un atelier vers une agriculture neutre en carbone et j'ai vu que certains de vos projets travaillent sur ces questions-là, donc ça serait intéressant de répondre de faire une proposition pour présenter votre projet, être présent en Estonie en septembre et l'ensemble des coûts sont pris en charge par le réseau européen et donc c'est un moyen quand même très intéressant de rentrer dans le PUI et de se connecter. Un autre atelier est prévu sur les questions d'innovation interactive pour le secteur forestier. Donc là, on en reparlera. Je n'ai pas les dates à ce stade, ni le lieu. On pourrait peut-être même éventuellement faire une proposition de localisation en France si les acteurs forestiers étaient intéressés. Enfin, j'en profitais pour rappeler les 5 nouveaux focus group du PUI qui se mettent en place cette année. Donc, beaucoup d'informations en peu de temps. C'est un extrait de ce que réalisent les réseaux, mais tout ceci vous concerne et peut potentiellement vraiment vous nourrir. Je pense en particulier aux travaux des autres groupes opérationnels et aux travaux européens de ces projets multi-acteurs pour lesquels nous vous facilitons l'accès via notre site. Et on est à votre disposition pour la valorisation de vos projets, toutes questions en lien avec la région, bien entendu. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Pascal.
Pardon Louis, j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez tous nous dire au niveau du chat si vous voyez bien les partages d'écran, les diapositives, s'il vous plaît? Et j'ai une question de Monsieur Lapierre, alors peut-être davantage pour Claire. Est-il prévu un prochain appel à projet PUI en Grand Est? Pas pour le moment, mais il y en aura très certainement pour la prochaine programmation. Moi aussi, j'ai une petite question. Donc, c'est Catherine Collet. Quand vous dites vous nous contacterez pour nous donner les informations, est-ce que c'est des contacts que vous allez nous envoyer individuellement ou c'est à nous aller chercher l'information via les newsletters, en regardant votre site? C'est un peu parce que bon, on voit effectivement des informations qui peuvent nous intéresser, mais comment on est sûr de la recevoir? Qui c'est qui fait le chemin pour avoir l'information? Alors, ah oui, parce que bon, j'ai dit beaucoup de choses. Déjà, inscrivez-vous à la newsletter, c'est vraiment un moyen d'être alerté quand on met en ligne la newsletter ou des flashs thématiques. Après, à partir du moment où vous êtes, où on vous identifie, nous, et qu'on a les contacts, évidemment, on partage le tableau des groupes opérationnels avec le réseau européen du PUI et qui, en fonction des sujets, peut vous contacter directement en anglais à partir d'une adresse EIP-SP. Donc, c'est important de vérifier ces adresses-là. Donc, pour vous convier, par exemple, à un séminaire, etc. Quand je dis nous allons vous contacter, en fait, nous, on vous contacte assez rarement directement. On travaille quand même beaucoup avec la région. Pour les formations vidéo, c'est la région qui vous informera. Donc, on va travailler avec la région et c'est elle qui vous invitera. Mais finalement, pour les différents sujets, les différents événements, vraiment suivez la newsletter parce que c'est là qu'on informe. Et après, quand on a un peu des besoins spécifiques, on voit que ça ne réagit pas, on peut être amené via la région, parfois directement, à vous solliciter. Mais quand vous avez des choses à dire sur la thématique, n'hésitez pas d'informer le réseau Rural Grand Est et nous, et on peut s'en faire l'écho aussi. Donc, à la fois un travail de veille, une information directe quand vraiment la thématique, l'événement est très ciblé, qu'on vous a identifié. Et puis, on est aussi en capacité de vous répondre si vous nous contactez. Très bien. Plus de questions sur la partie animation nationale européenne, éventuellement sur le réseau rural? Alors, je vous propose de passer à la suite. Eh bien, c'est à vous la parole. Comme on l'avait prévu, donc on vous propose de présenter en fait votre projet, donc à l'aide des 2 slides que vous nous avez renvoyés par mail. S'il vous plaît, on reste sur 3-4 minutes par projet, voilà, pour que tout le monde puisse présenter de manière très succincte son logo PUI sur lequel il travaille. Donc, pareil, vous continuez à poser des questions sur le chat, je les répertorie. On fera peut-être une pause après la 4e présentation pour pouvoir échanger sur ces 4 premières présentations. Et puis, voilà. Après, s'il n'y a pas de questions, on enchaîne les 9 GoPEI. Donc, je vais passer la parole au projet stabilisé. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? M'entendez-vous? Très bien, oui, allez-y. C'est parfait. Alors, ce n'est pas le projet stabilisé, c'est le projet stabiliseur. Bon, je vous charrie. D'un autre côté, voilà, c'est pas forcément un nom très très porteur. Stabiliseur, en fait, il s'agit d'un modèle génétique en viande bovine qui a été développé aux États-Unis, présent également en Grande-Bretagne. Et l'objet voilà, du groupe opérationnel qui s'est réuni donc, autour de la Chambre régionale d'agriculture, une entreprise de sélection animale qui s'appelle Elitest, basée également sur le Grand Est, et puis l'association d'éleveurs La Palle. Donc c'est constitué le premier noyau, le premier cercle du groupe opérationnel pour tester ce type de modèle génétique en viande bovine. Alors vous me direz pourquoi être allé si loin alors qu'on a une belle diversité
de race en France? Eh bien, tout simplement parce que on n'avait pas cette proposition, notamment de format de bovins qui correspondent plus aux actuelles attentes du consommateur. Voilà, donc on a une très belle variété et tradition bovine en France, mais peut-être un peu piégée par la tradition. Voilà, elle reste notamment sur des trop grands formats qui, au moment de la découpe, ne correspondent plus à une partie de la consommation et des attentes du consommateur qui attendent voilà, des morceaux donc, plus calibrés de manière plus petite, notamment. Donc voilà, donc ce groupe opérationnel, donc je vous ai cité les 3 premiers partenaires, également l'ENSAIA, l'ALPA, qui est une ferme pédagogique, des chambres départementales d'agriculture, et puis j'en ai forcément oublié un, l'Institut de l'élevage, voilà, qui nous accompagne sur ce projet. Donc vous pouvez remettre la slide suivante, s'il vous plaît. La deuxième slide, voilà. Donc vous avez en fond d'écran voilà, le profil de ces bovins. Donc une particularité, c'est qu'il n'y a pas de... la robe est diverse et variée puisqu'elle est issue voilà, d'un croisement de race continentale et de race anglo-saxonne, donc notamment l'Angus et la Hereford. Voilà, donc, alors on peut déjà en voir quelques-unes dans nos prairies, dans le Grand Est. Voilà, il y a actuellement 200 naissances qui ont eu lieu et donc l'objet du projet, c'est de tester les conditions de réalisation de cette nouvelle solution génétique, donc vérifier qu'elle réponde aux problématiques de compétitivité, de travail pour l'éleveur, qu'elle corresponde donc aux attentes de la filière en termes de carcasse, de qualité de gras. Et puis évidemment, la cible finale, c'est le consommateur, donc en termes de portions et de qualité et d'impact environnemental. Puisque là, on fonde beaucoup d'espoir sur ce type de modèle de race précoce, donc de gains sur la conduite de l'élevage et donc d'impact carbone très très favorable. J'en ai terminé. Je vous remercie. Du coup, on peut passer au projet Harmonie. Oui, bonjour, donc je suis Benoît Dumay, chargé des missions numériques à la Chambre régionale d'agriculture. Donc le projet Harmonie, en fait, c'est un projet qui vise à mettre en place une plateforme d'échange de données numériques entre les acteurs de l'élevage du Grand Est, alors de l'élevage, mais pas que. En tous les cas, la problématique est née des acteurs de l'élevage, parce que c'est un monde où on a déjà l'habitude de s'échanger les données, mais où on voit qu'il y a encore de gros progrès à faire pour simplifier, fluidifier et sécuriser les échanges de données et surtout essayer de ne pas se faire de ne pas se faire phagocyter par des gros acteurs du monde du monde du numérique, pardon. Voilà, donc non, juste revenir à la slide d'avant. Juste pour au moins citer les partenaires. Donc les partenaires du projet Harmonie en fait se sont fédérés dans une association qui s'appelle Harmonie Grand Est, hein, tout simplement, et le chef de file pour le projet PEI est la Chambre régionale d'agriculture. Et donc dans les partenaires, vous voyez, il y a les chambres d'agriculture, la coopération, surtout sous l'angle négoce viande, enfin élevage en tous les cas. L'insémination, les contrôles laitiers, des marchands d'aliments, des associations de producteurs, les ARSOE qui sont les prestataires informatiques du monde de l'élevage. Voilà, je pense que les GDS et les banques, voilà, pardon, et les laboratoires interprofessionnels. Voilà, donc un panel assez représentatif du monde de l'élevage en tous les cas. Donc Harmonie, donc là on peut passer à la slide suivante. Harmonie, je vous le disais, a pour ambition de simplifier les échanges de données. D'abord pour l'élevage, mais pas que. Et au niveau des actions mises en place, en fait, on commence simplement par l'inventaire des données disponibles chez les différents partenaires du projet. Donc ça, c'est un dossier qui est terminé aujourd'hui et qui permet de stimuler les échanges, en fait, pour savoir ce qu'il y a de disponible chez les uns et chez les autres, pour pouvoir se projeter dans des services et des actions à mettre en place pour nous, en fait, pouvoir nous appuyer sur des cas d'usage
pour pouvoir mettre en place les briques techniques et technologiques ou juridiques dans le cadre d'Harmonie. Voilà, donc on travaille aussi à un cadre de gouvernance et juridique commun à tous les partenaires pour sécuriser les échanges de données, également le socle technique qui nous permet de mettre en place les échanges et surtout la question primordiale qui venait des partenaires du projet, qui était la gestion des consentements. Alors d'abord interentreprises et agriculteurs, pour pouvoir redonner la place à l'agriculteur dans la gestion de ces données et qu'il puisse savoir comment ces données sont utilisées, par qui et pourquoi faire. Donc voilà pour le cadre. Et ensuite, ensuite sont arrivées une notion d'observatoire pour Harmonie. Les acteurs du projet nous ont dit, mais on va échanger des données, c'est bien, mais étant donné qu'on va se connecter tous ensemble, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place un système d'observatoire, parce qu'aujourd'hui on calcule chacun chez nous des références, des indicateurs et ainsi de suite. Et donc c'est l'objectif. Et donc pour ce volet-là, on travaille avec l'Université de Lorraine pour mettre en place un observatoire qui nous permet d'établir des tendances, soit à l'échelle de l'entreprise, soit à l'échelle macro, au niveau d'un département, d'un canton, d'une région, pour avoir des indicateurs, des tendances sur ce qui se passe au niveau agricole. Et le 6e, c'est les cas d'usage qui nous permettent de mettre en place Harmonie, je vous le disais tout à l'heure. Voilà pour la présentation succincte d'Harmonie. Très bien, je vous remercie. Voilà, j'ai 2 questions en attente, mais je vous propose de les traiter dans 2 projets. Donc, je passe la parole maintenant à Carbon Sync. Merci. Ouais, bonjour à tous. Donc le PEI Carbon Sync, en quelques mots, anciennement PEI Carbone, donc avec un nom nouveau et un peu plus sympa. Donc 5 partenaires que sont AgroSolutions, I4C, I4CE, l'INRAE, Planeta et TerraSolis en chef de file. Donc l'objet de ce projet-là, si on passe à la diapo suivante, est de rémunérer donc l'agriculteur, en particulier les agriculteurs du Grand Est, mais avec une ambition au moins nationale, rémunérer l'agriculteur pour ses réductions d'émissions nettes de gaz à effet de serre et ses actions de séquestration de carbone, que ce soit aussi bien dans les sols que dans la biomasse. En résumé, le projet, donc, comme c'est écrit, vise à faire la démonstration en mode POC, preuve de concept, du financement d'une centaine de fermes en Grand Est, à la fois grande culture, viticulture et élevage, donc financement de ces fermes pour leur performance carbone. Et pour cela, de manière plus opérationnelle, Carbon Sync va à la fois produire une méthodologie d'évaluation de la performance carbone des fermes, alors ceci dans le cadre des travaux nationaux autour du déploiement du label bas carbone, dans lesquels le PU nous a permis de nous intégrer. Deuxième action du projet, c'est la mobilisation d'une communauté de financeurs, puisque une fois l'évaluation de la performance carbone des fermes réalisée, il s'agit de la faire rémunérer, cette performance carbone, et ce par du financement aussi bien privé que public. Alors par financement et financeurs privés, nous sommes en train de mobiliser alors des entreprises hors secteur agricole qui cherchent à compenser leurs propres émissions en achetant des crédits carbone sur le marché volontaire. Nous mobilisons aussi, c'est en cours, les industries de l'agroalimentaire qui cherchent à communiquer sur leurs produits, sur la valeur carbone de leurs produits. Nous mobilisons également en termes de financeurs, enfin c'est à venir, des financeurs publics, que ce soit la PAC, dans lequel nous espérons inscrire notre dispositif, ou bien même des collectivités hors PAC qui auraient intérêt donc, à financer des agriculteurs pour leur performance carbone. Et tout ça, donc à la fois la méthodologie d'évaluation et la communauté de financeurs, s'articulera au travers d'un outil numérique qui sera développé. Donc l'objectif de cet outil numérique est de permettre l'évaluation des fermes et le financement des pratiques. Donc en termes d'utilisateurs, cet outil sera utilisé à la fois par des agriculteurs et des financeurs.
et leur permettra de se mettre en lien, de contractualiser pour, donc comme je vous l'ai dit, évaluer les pratiques et opérer des transactions financières des financeurs vers les agriculteurs. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci. Et donc, le projet PIF. Bonjour, donc moi je suis Catherine Collet de l'INRAE à Nancy. Donc le projet que je vais présenter, c'est le projet PIF, plantation innovante en forêt. Et le titre long, c'est Innover pour installer des plantations qui répondent aux attentes sociales dans les forêts peuplerées du Grand Est. Et c'est un projet qui rassemble des partenaires du développement, mais aussi des opérateurs. Donc la diapo suivante, pour plus de détails sur le projet. Donc sur la problématique, sur la diapo suivante, donc la plantation forestière, c'est un outil important dans la gestion des forêts pour assurer le renouvellement aux côtés de la régénération naturelle. Et on se pose un certain nombre de questions sur les méthodes appliquées en plantation. Il y a tout un ensemble de questions technico-économiques qu'on n'aborde pas tellement dans ce projet. Et dans ce projet, on s'est principalement axé sur des questions plus sociétales, de performance environnementale, sociétale des méthodes de plantation. Et donc la première question à laquelle on s'est intéressé, elle est liée en termes de problématique au fait que ce sont les opérations liées à la gestion des plantations sont génératrices de nombreuses maladies et accidents professionnels. Ce sont globalement des opérations qui sont difficiles physiquement, avec des ouvriers qui peuvent souvent être isolés. Et donc il y a une demande pour avoir des méthodes qui soient moins génératrices d'accidents. La deuxième question auquel on va s'intéresser est liée au fait que le grand public, il est peu enclin à accepter la plantation forestière, qui est souvent perçue comme un ensemble de méthodes qui mènent à une artificialisation des milieux forestiers. Et il y a donc des enjeux à la fois au niveau des pratiques pour avoir des pratiques qui vont réduire ces impacts négatifs qui mènent à une artificialisation, mais également dans l'autre sens, de la part du grand public, de bien comprendre quelles sont ces pratiques et de voir que planter un arbre, ce n'est pas forcément artificialiser le milieu. Et donc nous, dans ce projet-là, on va chercher à répondre à ces deux questions, et dans l'objectif de développer des méthodes de plantation qui répondent à ces attentes sociétales. Et donc le premier point, ça va être effectivement d'améliorer l'ergonomie et réduire la pénibilité du travail. Et le deuxième point auquel on va s'attacher, c'est à chercher à réduire les impacts environnementaux des pratiques et tout particulièrement les impacts sur les sols. On va travailler surtout sur cette partie-là. Et du coup, par rapport aux ateliers et qui pouvaient nous intéresser dans le cadre des autres Go PEI, ce sont bien sûr ceux qui sont liés à la filière forestière, mais aussi sur le plan thématique, c'est ceux qui vont être liés à l'ergonomie. Et je pense qu'on aurait des choses à échanger avec d'autres opérateurs en agriculture, par exemple en viticulture. Et aussi à des thématiques liées à l'impact des pratiques sur les sols. Et là aussi, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à travailler avec des gens qui travaillent en grande culture, en viticulture, qui sont souvent un peu plus avancés que nous sur les questionnements sur ces points-là. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, on a 3 questions, mais 2 questions qui concernent plutôt la partie administrative. Donc, on les traitera d'ici une demi-heure environ. Et une question sur un projet, donc pour Benoît Dumay. L'observatoire que vous avez mis en place, est-ce qu'il est déjà opérationnel et à quel horizon, s'il ne l'est pas? Et voilà, dans la perspective de partenariat futur sur les territoires. Merci. Ouais. Alors, il n'est encore pas opérationnel. Par contre, là, on est justement en cours de discussion avec l'Université de Lorraine pour mettre en place les systèmes de base de données et de serveurs qui vont leur permettre d'effectuer leurs travaux. Voilà. Donc là, on est en gros dans la définition technique, on va dire. Et l'horizon de mise en route, pour nous, ça doit se mettre en route courant 2020 pour rentrer dans une phase opérationnelle. Enfin, il y a deux niveaux dans l'observatoire. Il y a un premier niveau qui va concerner de la fouille de données, et là, ils vont pouvoir commencer assez rapidement.
Et il y a un deuxième niveau qui va être l'établissement de références, de choses comme ça. Là, il y aura aussi un travail technique à faire en amont, donc c'est plutôt fin d'année, début 2021, mais de toute façon, c'est prévu sur la durée du PEI, donc fin d'année 2020, début 2021 ou plus tard, quoi. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Donc, les deux autres questions, on les traitera un petit peu plus tard. Et donc là, je vais donner la parole à Arpège. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, Maëva Guillier, je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture Grand Est au service IRD. Donc, je représente aujourd'hui le projet Arpège que je copilote avec Hervé Festuo, qui est mon collègue de la Chambre départementale d'agriculture des Ardennes. Donc, Arpège pour autonomie en ressources protéiques et énergétiques des élevages du Grand Est, qui a été initié, dont la problématique en fait a émergé en 2018 et qui a pu rassembler des acteurs qui représentent l'ensemble de la filière agricole, que ce soit de l'amont à l'aval dans le secteur animal ou végétal. Donc avec un portage par la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, les instituts qui sont Terra Innovia, Institut de l'élevage, et aussi donc les chambres départementales sur le terrain, la coopération et des laiteries, ainsi que la recherche aussi au travers de l'ENSAIA et l'enseignement, et également du lycée agricole de Rethel. Donc on est parti, diapo suivante, sur en fait différents enjeux. Le projet a émergé en fait en fonction des enjeux économiques qu'on pouvait constater sur la région, que ce soit la dépendance aux intrants pour la fertilisation pour les grandes cultures, ou encore la dépendance au taux de soja OGM importé pour l'élevage, et du coup aussi un impact de la volatilité des prix de ces intrants sur nos élevages en Grand Est. Et aussi du constat qu'on avait une source de coproduits très variée et importante en Grand Est, que ce soit sur les pulpes de betterave ou les drèches de brasserie. Et le but était aussi de pouvoir augmenter la valorisation de ces coproduits au sein de nos élevages. Et puis aussi des enjeux environnementaux, par exemple sur la réduction des produits phytosanitaires en grande culture, avec ce qu'on peut observer comme problématique en Lorraine, notamment au travers des rotations courtes colza-blé-orge, et donc des problématiques adventices, où l'un des leviers pour pallier à ces problématiques est l'allongement des rotations. Et cet allongement des rotations passe aussi par l'introduction de nouvelles cultures dont les agriculteurs n'avaient pas forcément l'habitude de valoriser, mais qu'on pourrait valoriser en élevage. Mais pour cela, il faut trouver le débouché. Donc, on a abouti à cette problématique justement de pouvoir développer et sécuriser une complémentarité entre les productions végétales et les productions animales en Grand Est qui soient garantes de l'autonomie de nos élevages en tout cas. Et donc, sur le plan d'action du projet, donc on est sur deux grandes actions pour justement mettre en place des coopérations et des contractualisations entre polyculteurs et éleveurs, et de pouvoir aussi assurer l'autonomie protéique de nos élevages et énergétique en intégrant de nouvelles ressources, en tout cas dans l'alimentation, et de pouvoir construire une filière soja non OGM en Grand Est. Et donc, on a 4 groupes de travail transverses sur le projet. Un premier sur le diagnostic, en fait, qui permet d'identifier des bassins de production et de consommation à l'échelle de notre région. On a pu voir en phase de diagnostic que la région, au travers de ses productions, pourrait être autonome en fourrage à 99,5%. Et si on ajoute les coproduits qui sont produits sur la région, on pourrait être autonome, les élevages pourraient être autonomes à 119%. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nos produits qui sont élaborés sur place, sur la région en tout cas, peuvent être vendus à l'extérieur de la région et pas valorisés localement. Donc du coup, c'est pour ça qu'en descendant à l'échelle de l'exploitation, on tombe sur des autonomies d'élevage qui sont bien moins importantes. Et donc, pour pouvoir pallier pour pouvoir répondre à cette autonomie, on a aussi pour but d'étudier de nouvelles cultures. Donc c'est le groupe Cultiver qui est mis en place sur le projet, pour tester la technicité et la potentialité de nouvelles cultures innovantes, dont le soja en Grand Est, qu'on pourrait introduire au sein de ces rotations et à valoriser dans les rations des élevages.
Et puis, ça passe aussi l'un des leviers qu'on a repérés, hein, donc des grands axes, la contractualisation entre céréaliers et éleveurs pour pouvoir justement atteindre l'autonomie l'autonomie de nos élevages en Grand Est. Voilà. Merci beaucoup. Le projet sur le pôle européen du chanvre. Donc, c'est pour Annick. Annick, on ne vous entend pas, si c'est vous qui devez présenter. Check. Voilà. Vous me voyez mieux déjà? C'est parfait. Donc, le portage de ce projet, c'est le collectif 3C Grand Est. Donc, il y a deux chefs de projet actuellement. Donc, un chef de projet qui va arriver, Estelle Delangle, et moi-même qui travaille au sein de la communauté d'agglomération troyenne et qui suis en charge, en fait, de ce projet. Les partenaires, donc vous avez une liste de partenaires dont je n'ai pas mis les logos, ça aurait été plus parlant. Donc 3 Champagne Métropole, la Chambrière, donc c'est 450 coopérateurs, 10 000 hectares de champs, c'est un petit peu pour situer où on en est. Le pôle industrie agro-ressources, Fibre Recherche et Développement, qui est une société de R&D et de transfert de technologie qui travaille sur toutes les fibres libériennes et notamment le chanvre. La Chambre d'agriculture de l'Aube. Le club de l'écologie industrielle de l'Aube, l'université Champagne-Ardenne, excusez-moi, avec le pôle AEBB. Et on a des partenaires aussi industriels dans ce premier cercle de partenaires. Vica, un cimentier. On a Résinoplast, un compounder, et aussi un centre de ressources dédié aux professionnels du bâtiment qui est Envirobat, Grand Est, Arcade LQE. Le contexte, effectivement, la région Grand Est est leader en France, mais aussi en Europe sur la partie chanvre. Et nous sommes bien dans un contexte où, à un moment donné, il y a des opportunités à se positionner encore plus au niveau européen. D'un autre côté, la filière chanvre est une filière d'avenir. On a beaucoup parlé là de filière bas carbone, et le lien avec le GoPEI que j'ai entendu, Carbon Things, peut être tout à fait intéressant. Donc, on était dans un contexte aussi où on a des acteurs qui sont déjà référencés au niveau national et international, notamment sur la RDI, avec de très gros projets qui ont été menés sur les différents secteurs d'application du chanvre, hein, que ce soit dans les matériaux composites, que ce soit dans les textiles, que ce soit dans le bâtiment. On a un territoire, donc, via l'agglomération troyenne, qui est très engagé dans l'accompagnement au développement de cette filière d'excellence. Et de fait, on répond aussi à la volonté, on est dans la droite ligne, je dirais, via notre adhésion aussi, enfin notre adhésion et puis notre mobilisation sur les temps de travail du pôle IAR, d'être un des acteurs à un moment donné qui permettent de faire de la région Grand Est un leader européen de la bioéconomie. Voilà, slide 2. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors il y a un petit temps de latence entre le moment où je clique et où ça passe. Mais j'ai pas beaucoup de réseau, donc c'est peut-être ça aussi. Alors notre problématique, nous, par rapport au projet très intéressant que je viens d'entendre, c'est pas une problématique technologique, on va dire, ou technique, c'est plutôt une problématique, on l'a présentée sous l'angle de l'innovation organisationnelle. Donc on avait vraiment une problématique avec une volonté qui était d'élargir, de rassembler et de fédérer de nouveaux acteurs de la chaîne de valeur sur les différents marchés d'application du chanvre.
Effectivement, on va avoir des marchés bâtiments, on va avoir des marchés composites et matériaux, on va avoir des marchés textiles, on va avoir des marchés alimentaires, cosmétiques, santé, bien-être. Les acteurs que l'on peut voir et mobiliser dans ces marchés, c'est des acteurs qui vont d'un niveau TPME, PME jusqu'à des grands groupes mondiaux. Et notre problématique, c'était à un moment donné, comment on peut construire autour d'un projet de territoire et de filière avec cette typologie multi-acteurs et multi-marchés. Donc, on avait véritablement un besoin de travailler en fait à la définition et à la mise en place d'un nouveau type d'organisation fédératrice. Alors, dans son mode de gouvernance, dans son modèle économique et dans son animation dédiée. Le but étant, bien entendu, comme je vous l'ai dit, de répondre à la problématique, de rassembler et de fédérer ces différents acteurs. Le projet, même si on est dans une logique d'innovation organisationnelle, nous avons vraiment voulu que ça soit un projet résolument opérationnel. Donc, on a vraiment l'objectif de créer un pôle européen de la bioraffinerie du Chambre, c'est-à-dire une bioraffinerie du Chambre sur le territoire de l'agglomération de Troyes-Champagne Métropole. Et pour le rendre opérationnel, nous avons opté pour une méthode avec deux axes de travail qui travailleront justement en synergie. Nous aurons 7 groupes techniques à un moment donné, techniques et même thématiques, qui sont en lien avec les marchés dont j'ai pu vous parler juste avant, et qui vont travailler pendant un temps de 18 à 24 mois. Et nous aurons aussi un groupe dédié à l'innovation organisationnelle qui va travailler sur le cœur de la problématique à un moment donné que nous avons énoncée, avec une méthode de déploiement en fait, de ce processus de coopération entre les différents acteurs pour co-construire la future structure. Et le deuxième job, on va dire, de ce groupe, à un moment donné dédié à l'innovation organisationnelle, ça va bien être de concevoir l'organisation et le modèle de la future structure, et un modèle que l'on veut innovant. Donc parallèlement, comme je vous le mets en bas où je ne vois plus, mais ce n'est pas grave. Donc, on a la communauté d'agglomération troyenne qui est en train d'aménager un parc bioéconomie pour implanter l'éco-développement de cette bioraffinerie du Chambre. Donc, au cœur déjà de ce parc, qui est en cours d'aménagement, donc c'est un aménagement privé qui a été fait. Il y a le nouvel outil industriel de la Chambrière qui vient de se mettre en place et qui est opérationnel depuis cette année. Voilà. Très bien, je vous remercie. On passe à Îlot d'Avenir. Bonjour à tous, donc Hubert Loy pour l'Office national des forêts. Alors, je suis accompagné aujourd'hui, enfin, si je puis dire, par Delphine Nicolas qui représente les communes forestières du Grand Est et qui est un des membres du groupe opérationnel dont je vais vous présenter les principaux points. Donc le groupe opérationnel est porté par l'ONF Grand Est et il regroupe 3 autres partenaires forestiers dont le CNPF, qui est un organisme de conseil et d'appui aux propriétés privées forestières, l'Association des communes forestières du Grand Est, qui regroupe une partie des communes forestières que l'on trouve sur la région Grand Est, donc qui sont des propriétaires publics. Et la Société royale forestière de Belgique, qui est une association qui fait de la vulgarisation et du conseil auprès des propriétaires privés, notamment en Wallonie. Donc le groupe est porté par l'ONF, qui est un établissement public qui gère forêt domaniale et forêt communale. Si vous voulez juste revenir à la diapo précédente, que je redonne simplement le titre et que je puisse... Donc le titre du projet, c'est essentiellement, enfin c'est l'installation de 75 tests de nouvelles essences en gestion, donc qu'on appelle en raccourci îlot d'avenir.
Donc, sur la diapo suivante, je vous en donne un peu la principale problématique et le résumé. Les forêts en général, mais celles du Grand Est en particulier, sont confrontées à des aléas climatiques depuis une bonne quinzaine, une bonne vingtaine d'années. Et on cherche, les gestionnaires et les propriétaires forestiers cherchent à répondre, à proposer des pistes pour faire en sorte d'adapter ces forêts aux changements climatiques futurs. Et parmi les pistes, on propose donc de tester de nouvelles essences forestières. Alors, il s'agit bien de tests, il s'agit d'implantation de quelques hectares, de 2 hectares en moyenne sur l'ensemble du territoire, à raison de 75 îlots, qui implanterait une dizaine d'espèces nouvelles, des espèces plutôt à tendance méditerranéenne, en capacité à la fois de s'adapter au climat actuel, mais d'évoluer aussi avec les tendances futures d'évolution du climat. Donc le choix de ces nouvelles essences s'appuie sur un certain nombre de travaux liés à la recherche forestière qui ont déjà été engagés depuis plusieurs années. Et ce dispositif est innovant dans le sens où, à l'heure actuelle, à l'échelle nationale, il n'y a pas d'installation de nouvelles essences à cette dimension-là, c'est-à-dire d'un réseau aussi dense et aussi vaste. Et le dispositif vise aussi à être donc reproductible, c'est-à-dire à pouvoir servir à l'ensemble des gestionnaires et aux propriétaires pour le dupliquer et le répliquer dans les années qui viennent. Donc l'idée, c'est à la fois de tester des nouvelles essences, sachant que le temps forestier est quand même un temps long. Donc, sur le pas de temps du PEI, on pourra simplement vérifier si ces essences ont réussi leur installation en plantation sur les 2 ou 3 premières années. Mais l'idée, c'est de prolonger sur la durée et d'observer la croissance de ces essences et surtout d'être en mesure de répliquer, de dupliquer le dispositif, que ce soit sous les aspects approvisionnement en graines, que ce soit sous les aspects conduite de ces nouveaux peuplements forestiers, en observant dans les années qui viennent la réaction de ces essences qui pourront aider les gestionnaires à adapter ces forêts. Et la troisième ambition, c'est aussi d'aider la région à développer sa politique forestière dans ce contexte nouveau de changement climatique, en s'appuyant sur ces essais pour prendre des décisions, ne serait-ce que pour financer telle ou telle essence ou telle disposition en s'appuyant sur les résultats de ces tests. Sachant que en matière de forêt, les tests ne consistent pas uniquement à installer de nouvelles essences. Catherine Collet citait tout à l'heure l'acceptabilité des travaux forestiers. On a aussi un sujet dans le projet que je vous présente là, qui est l'acceptabilité ou la prise en compte par le grand public des nouvelles essences. Alors, on ne le traitera pas particulièrement dans le PEI, mais par contre, on est confronté à des questions de ce type-là sur l'acceptabilité par la société des nouvelles essences. Et donc, c'est un volet d'adaptation des forêts au changement climatique. Il y en a bien d'autres. Il y a des volets d'adaptation de la sylviculture, d'adaptation de l'outillage forestier, comme l'évoquait tout à l'heure Catherine. C'est la piste du changement d'essence, enfin du transformation ou de l'utilisation de nouvelles essences est une des pistes parmi d'autres qu'on se propose donc de tester dans le cadre du groupe opérationnel. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. On passe ensuite à partage. Maëva Guillier, me revoilà. Donc effectivement, on ne peut pas parler de protéines sans parler d'azote et inversement. Donc en fait, pour la petite histoire, je suis à moitié de mon temps sur le PEI arpège et à moitié de mon temps sur le PEI partage. Voilà, donc partage qui est également du coup porté par la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. L'acronyme du programme agronomique régional pour la transition agroécologique en Grand Est. Donc, partage prend tout son sens également, puisqu'on a un réel partage de connaissances et de savoir-faire entre les acteurs, que ce soit du terrain, qui sont représentés par les chambres départementales et les coopératives agricoles du projet, mais aussi avec la recherche, donc l'INRAE.
les plateformes expérimentales que sont l'ALPA et TerraSolis et les instituts techniques, hein, donc Terrinovia et l'Institut de l'élevage dans le projet. Donc Partage a fait suite en fait au projet AutoN, qui était un projet CASDAR de 2014 à 2018, donc sur justement l'autonomie en azote des systèmes de culture. Et justement autour des enjeux autour de l'azote, hein, que ce soit des enjeux environnementaux sur l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi sur les pertes d'azote dans l'eau, hein, donc il y a un enjeu sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air et de consommation d'énergie des systèmes de culture en Grand Est. Hein. Donc AutoN était plutôt centré sur la Champagne-Ardenne, mais la problématique s'étend bien évidemment sur la région Grand Est. Et donc, la problématique du projet, c'était de pouvoir tendre au bouclage du cycle de l'azote sur le territoire du Grand Est afin de limiter la consommation d'énergie, la production de gaz à effet de serre et les pertes azotées, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, des systèmes agricoles, tout en renforçant la compétitivité des exploitations. Et donc, pour cela, ça passe par l'accompagnement des changements de pratiques dans le cadre de la transition agroécologique. Donc, on est basé sur 3 axes de travail et 3 étapes. Hein. Donc, une première étape d'état des connaissances sur les 3 axes qu'on a préfléchés, donc que ce soit des solutions innovantes pour limiter les pertes d'azote dans l'environnement. La production d'azote au champ, parce qu'effectivement, quand on cherche à être autonome sur un système de culture, faut pouvoir se fournir en azote directement dans notre environnement pour boucler ce cycle. Donc, ça passe aussi par l'introduction de légumineuses dans les systèmes pour fixer cet azote directement disponible de l'atmosphère. Et un troisième axe sur la gestion territoriale de la matière organique, parce qu'on a des ressources en matière organique, que ce soit les digestats de méthanisation, mais aussi les effluents d'élevage, donc de l'azote organique qui est disponible sur le territoire et qu'il faut valoriser en mettant en place des synergies entre agriculteurs. Et donc, la deuxième étape du projet, c'est de pouvoir tester en conditions réelles des systèmes de culture qui sont innovants avec les agriculteurs. Donc, c'est l'objet du Living Lab, le laboratoire vivant, qui permet justement ces innovations ascendantes du terrain vers la recherche et un réel partage entre les partenaires pour pouvoir mettre en place et aussi échanger entre pairs, que ce soit entre conseillers agricoles ou entre agriculteurs, pour pouvoir massifier ces bonnes pratiques et ces systèmes de culture qui seront vertueux. Et ça, on pourra l'identifier au travers de l'évaluation, la troisième étape, et justement le transfert de ces acquis à la sphère agricole plus largement. Voilà, donc sur Partage, on a un réseau sur le Living Lab entre 60 et 100 agriculteurs qui vont tester ces réflexions, et donc c'est vraiment en partenariat avec eux qu'on pourra tester ces leviers sur l'autonomie en azote et la limitation des pertes azotées dans l'environnement. Voilà. Merci beaucoup. Et on termine avec Bio Grand Est, du coup, pour le projet du séchage. Bonjour. Moi, c'est Aurélie Parensongi. Donc, je suis chargée de mission, Grande Culture à Bio Grand Est. En fait, suite à une forte dynamique territoriale de la bio, notamment avec un fort taux de conversion et actuellement plus de 33 000 hectares de culture en bio sur le Grand Est, il y a eu une volonté de développer les assolements en bio. Et donc, dans ce cadre, Bio Grand Est mène actuellement un projet pour développer la filière chanvre bio. Et donc, en parallèle, il y a le CIVAM de l'Oasis qui développe la filière plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et donc, on s'est rendu compte que pour le développement de ces deux filières, on faisait face à la même problématique, donc le séchage, car que ce soit pour la graine de chanvre, donc le chènevis, ou les plantes à parfum aromatiques et médicinales, donc on a des des contraintes pour le séchage qui sont assez prégnantes, et notamment une contrainte de temps. Par exemple, le chanvre doit être séché dans les 4 heures pour pouvoir servir pour l'alimentation humaine suite à la récolte. Donc, cette problématique du séchage nous a ramené à nous rapprocher au sein de la première phase des GoPEI, donc le 16.1, où on a fait un état de l'art des séchoirs existants en région.
suite à cette première phase, il a été vu que donc les séchoirs existants en région étaient globalement assez dispersés et tous différents. Et du coup, ça ne permettait pas un développement optimal de la filière. Il est apparu aussi que les séchoirs auraient tout intérêt à être plus polyvalents, notamment pour amortir au mieux l'investissement du séchoir qui reste assez important pour une ferme. Et donc, il y a une nécessité donc, à ce que ces séchoirs qui servent en premier lieu à sécher les céréales et les protéagineux, pour les fermes bio notamment, puissent aussi sécher des cultures plus sensibles telles que les plantes à parfum aromatiques et médicinales et le chêne-vie. Donc, dans ce cadre, on est arrivé à la phase 16.2 du PEI, donc BioGrandEst est chef de file, et qui rassemble différents partenaires comme la FRCUMA Grand Est, l'Université Unilassal Beauvais pour la partie recherche, et donc 2 porteurs de projets, SARL Biotop et Gaël Dutoit-Philippotto, ainsi que la CUMA d'essence. Donc ce projet a pour but de mettre en place des innovations techniques sur des séchoirs existants, donc pour le GAEC Dutoit-Philippotto, ou encore de créer de nouveaux séchoirs avec à la pointe des innovations techniques, donc pour la SARL Biotop. Donc des séchoirs qui permettraient de sécher entre autres donc, les plantes à parfum aromatiques et médicinales et la graine de chanvre. Par ailleurs, au-delà de ces innovations techniques, une innovation logistique va être réalisée donc, en développant une plateforme informatique. Donc ça, c'est le travail de l'Université Unilassal Beauvais qui va donc développer une plateforme informatique permettant de mettre en relation les différents séchoirs entre eux et les séchoirs et potentiellement ceux qui ont besoin de faire sécher leur culture, afin d'optimiser d'une part la mise à disposition des séchoirs pour rentabiliser au maximum leur capacité et donc faciliter le développement des filières plantes à parfum aromatiques et médicinales et chanvre dans la région. Et donc en parallèle de ces 2 innovations, la CUMA d'essence, elle, va participer à développer un outil de pré-séchage au champ qui sera également développé pour permettre de s'affranchir du temps nécessaire entre le séchage et la récolte, pour pouvoir développer d'autant plus les surfaces de culture pour ces plantes à parfum aromatiques et médicinales. C'est tout pour moi. Très bien, merci beaucoup. Donc, on en a fini avec l'ensemble des présentations. Alors, il y a quelques questions qui concernent donc, les projets. Donc, on va commencer par celle-ci. La première est pour Arpège. Comment se positionne Laval dans le projet, les industriels notamment? Des actions sont-elles déjà prévues ou envisagées par Laval pour encourager le développement de nouvelles filières en Grand Est? Oui, effectivement, j'ai pas beaucoup développé le groupe de travail valorisé. Donc, sur ce groupe de travail, on a effectivement les industriels, hein, donc que ce soit les laiteries qui sont partenaires du projet, hein, Schreiber et Savencia, ainsi que la PAL pour la partie bovin-viande. Et donc, du coup, effectivement, l'impact de ces nouvelles ressources dans les rations va aussi avoir un impact économique sur les élevages. Et donc, du coup, c'est travailler avec les acteurs de Laval sur une meilleure valorisation de ces produits. En tout cas, que cela va coûter et quel sera l'impact sur les élevages. Et donc, du coup, il y a différentes filières, en tout cas, qui seront étudiées au travers des partenaires, hein, que ce soit filière système cœur, également les filières, donc voir comment on peut valoriser ces nouvelles productions pour distribuer justement cette chaîne de valeur avec les industriels. Et sur la partie également céréales, hein, parce que là j'ai parlé des produits animaux, mais sur la partie céréales, on a également les coopératives céréalières qui sont engagées pour créer cette filière soja aussi non OGM avec cette question de la traçabilité du non OGM pour justement pouvoir certifier les productions qui seront valorisées par la suite, quoi.
Merci. Une question pour îlot d'avenir. Est-ce que vous pouvez nous citer l'une ou l'autre nouvelle essence qui va être testée? Ah oui, tout à fait. J'étais en train de vous répondre à l'écrit. Je viens de voir la question que vous aviez posée. En fait, on en a une dizaine, a priori, qui sont possibles. On a notamment le sapin de Cilicie, donc qui est un sapin originaire d'une région turque. On a le liquide ambar, donc qui est un feuillu qui vient plutôt du continent américain. On a le cyprès de l'Arizona, qui est une espèce plutôt de l'arc méditerranéen. Et puis, sous réserve qu'on arrive à s'approvisionner en graines pour l'an prochain, le frêne de Mandchourie, donc qui est un frêne originaire d'Asie. Alors, il y a d'autres essences encore, hein, je ne vous ai pas toutes citées, il y a quelques chênes également. Globalement, on se base sur ce panel de 10 essences. Très bien, je vous remercie. Les autres questions, donc on en a fini avec les présentations et les questions sur les projets. 3 questions qui sont autres, dont 2 pour Pascal Ricoboni. Une sur les déplacements à l'étranger. Est-ce que c'est la prise en charge de ces frais, c'est pour les GoPEI? Est-ce que c'est fait par le réseau national ou bien est-ce que c'est à prévoir dans les conventions régions et FEADER? Alors, tout dépend de la raison du déplacement à l'étranger. Si un groupe opérationnel est invité à participer soit à un focus group de travail du réseau européen, un atelier ou un séminaire, la prise en charge est faite par le réseau européen du PEI. Voilà, si c'était dans le cadre de vos activités, les activités du groupe opérationnel, elle est à prévoir dans le cadre du groupe opérationnel. Bon, si vous êtes invité à participer à, par exemple, un séminaire PEI national, la prise en charge est faite par nous. Enfin, voilà, pour participation aux activités organisées par les réseaux, prise en charge par les réseaux. Quand c'est pour l'objet du projet, c'est à prévoir dans le projet. Et dans le cadre de la prochaine programmation, des réflexions sont en cours pour faciliter des coopérations entre groupes opérationnels et prévoir cette possibilité soit dans les réseaux, soit dans les groupes. Merci beaucoup. Et deuxième question pour toi, Pascal, concernant le réseau thématique européen, innovation interactive pour le secteur forestier. Auriez-vous, s'il vous plaît, un peu plus d'informations sur les sujets traités dans ce réseau? Alors, en fait, là, ce n'est pas un réseau. En l'occurrence, ce sera un atelier qui va se dérouler courant de cette année. Si vous allez voir le flash thématique, enfin réseau rural national, PEI, actualité événement, flash thématique forêt-bois, qui date d'il y a maintenant quand même une petite année, vous verrez en fait les différents ateliers qui ont pu être conduits au niveau européen, ainsi que les travaux en focus group. Certains concernent les problématiques citées par les 2 GO Grand Est. Celui-ci, innovation interactive pour le secteur forestier, est prévu dans le cadre des activités du réseau européen du PEI, a lieu cette année. Donc c'est un atelier, ça n'est pas un réseau. J'ai bien noté, on a eu des informations le 10 mars dernier sur le fait que ce se tenait cette année, qu'ils identifiaient un lieu d'accueil pour ce séminaire. Je vais me rapprocher des organisateurs du réseau européen du PEI pour savoir s'ils disposent de plus d'informations sur son contenu, sur sa localisation. Et puis, j'informerai le réseau Grand Est qui partagera. Voilà. Je peux aussi être contactée directement pour des questions relatives aux questions nationales et européennes. Mon mail est sur Internet. Voilà. Et simplement, puisque j'ai la parole, je me permets de vous signaler l'existence de ces flashs thématiques. Je trouve les projets Grand Est vraiment tout à fait passionnants. Il y a des projets qui travaillent sur des sujets non pas similaires, mais quand même avec un certain nombre de proximités. Je pense à l'autonomie protéique, je pense à la question l'azote, je pense au partenariat culture-élevage. Voilà, n'hésitez pas à prendre connaissance du tableau des groupes, enfin déjà des flashs thématiques. Je pense que là, il y a une première présélection qui est faite. Et je reste à votre disposition sur la question des protéines. D'ailleurs, dans l'Ouest, dans le Grand Ouest, le projet Terre Unique organise la restitution de ses travaux, je crois, le 11 juin prochain. Donc là, c'est pour les questions d'autonomie protéique en élevage. Hein. Donc, suivez bien les activités. Voilà.
Oui, merci, tout à fait. On avait, là, du coup, j'essaie de rentrer en contact avec le groupe opérationnel SOS Protéines du Grand Ouest pour la partie arpège. Et même sur la partie partage, on a développé un partenariat aussi avec le PUI Solinazo, qui est en centre Val-de-Loire. Donc, voilà, effectivement, mais c'est vrai que c'est une source d'avoir ces tableaux, en tout cas, déjà en région, en national, en tout cas, c'est une source d'information vraiment importante, quoi. Oui, et les flashs thématiques, vous verrez qu'on renvoie vers les projets européens. Oui, d'accord. Voilà, donc on n'est pas en capacité de capitaliser ce qu'il y a dans ces projets, mais au moins de vous les référencer. Et on va lancer des animatiques pour capitaliser, transmettre. Très bien, merci. Une dernière question, puis on passe à la partie administrative. Est-il possible d'avoir plus d'informations sur les projets PUI futurs? Alors, la bonne nouvelle, j'ai une intervention assez courte, donc j'en ai pas parlé. La bonne nouvelle, c'est que le PUI Agri est un succès. Il y a d'autres PUI européens, PUI Eau, PUI en bonne santé, etc. Mais celui-ci étant financé via deux politiques, à la fois la PAC et la politique européenne de la recherche, il a soutenu de nombreux projets, puisqu'on avait une cible de 300 GO en France, on est à 246, et dans ces projets, il y en a qui sont des grappes de projets. Au niveau européen, alors les chiffres bougent tout le temps, on serait entre 1800 et 2000 groupes opérationnels, donc cette politique est maintenue, voire renforcée. Donc, le soutien au groupe opérationnel est l'un des articles de la prochaine réglementation PAC. Les plans stratégiques nationaux de la PAC doivent décrire les systèmes de connaissances et d'innovation en agriculture et en forêt sur chaque territoire et définir des stratégies d'intervention qui déclinent un certain nombre d'interventions. Et il est évident que le PUI sera l'une des modalités d'intervention pour l'ensemble des régions françaises. Enfin, l'ensemble, je ne sais pas, hein, la Corse-Île-de-France n'avait pas déployé le PUI, mais les autres, en tout cas, d'après les échos, enfin, notre groupe de travail, sont très enclines à le déployer. Et au niveau européen, on s'orienterait vers un cluster 6 qui couvrirait les secteurs, agriculture, alimentation, food system, bioéconomie, etc., doté de 10 milliards d'euros, donc avec une partie de ces 10 milliards d'euros qui serait consacrée aux projets multi-acteurs, et les réseaux européens du développement rural et de l'innovation sont maintenus, et le futur réseau européen, tant que le réseau national, serviront tous les objectifs de la PAC. Le PUI a vocation à servir tous les objectifs de la PAC, donc en fait, il devrait sortir renforcé de tout cela, avec des simplifications attendues des dispositifs, c'est-à-dire une possibilité d'avance à 50% des projets, par exemple. Voilà. Après, il revient aussi aux régions qui ont commencé de travailler, de tirer les leçons, y compris avec nous et les acteurs, de ce qui a bien fonctionné pour essayer de simplifier. Mais ça, tout le monde s'y encore. Une dernière question concernant les PUI, puis je vous propose après qu'on passe à la partie administrative, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Donc, les actions d'un PUI doivent être dédiées au PUI. Est-il possible de mutualiser certains travaux avec d'autres PUI ou projets travaillant sur des thématiques similaires? Possible de mutualiser, je crois qu'il y a la dimension partenariale du projet et la dimension contractuelle au sein de ce partenariat. Après, moi, ce que je perçois, ce que nous essayons de faire en tout cas, par exemple, c'est d'avoir des temps de valorisation partagée, tant des groupes opérationnels du PUI à échelle européenne et nationale qu'avec d'autres projets du même type. Je pense là par exemple à notre future initiative avec les projets pour et sur le développement rural, 30 projets dans 10 régions. Je n'ai pas pu participer à la dernière journée CASDAR, mais le fait est que des groupes opérationnels du PUI ont été présentés ainsi que dans cette journée nationale de valorisation des projets CASDAR. Un autre exemple, c'est la sélection des GI2E en région et pour certains d'entre eux qui ensuite se déploient en groupe opérationnel avec les financements du coup des groupes opérationnels en région. Donc il y a déjà des partenariats implicites et des valorisations partagées.
Après, je ne sais pas ce que veut dire ce mot partenariat, hein, mais alors on a une difficulté qui est d'essayer de valoriser du CAS d'art en contrepartie publique nationale en phase de crédit FEADER, par exemple, dans le cadre de groupes opérationnels du pays. Mais je crois que jusqu'ici, on n'a pas complètement trouvé la solution. Ok, je vous remercie. On va passer à la partie administrative. Donc, je laisse la parole à Claire Soriano. Merci. Alors, l'idée, c'est d'aborder quelques questions qui nous sont remontées concernant notamment la gestion des avenants et des demandes de paiement. Alors, je pas encore. Donc, on peut d'emblée commencer par la slide suivante au sujet des avenants. Donc, dans quel cas produire un avenant tout simplement si un partenaire intègre ou quitte le projet, puisque nécessairement il faudra soit éventuellement modifier le plan de financement ou tout simplement inclure toutes les données qui sont liées au partenaire dans la convention. Une autre raison, c'est effectivement une modification substantielle du projet. Donc on entend substantielle par exemple par une nouvelle nature de dépenses présentées. Si par exemple vous voulez investir dans un nouveau matériel qui n'était pas présent lors du dépôt du projet, ou voilà, si par exemple un investissement n'est plus réalisé. Après, j'attire votre attention sur l'aspect substantiel. Par exemple, si dans vos dépenses de communication, vous présentez des flyers, voilà, et qu'au final, vous faites un autre type de document, a priori, ça ne nécessitera pas d'avenant. Toutefois, je vous invite à me le signaler, qu'on prenne bien en compte avant le dépôt de la demande de paiement cette modification. Voilà. Comme c'est précisé, voilà, on jugera s'il est nécessaire ou pas de produire un avenant en fonction des modifications que vous aurez réalisées. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer, moi et ma collègue, donc Mathilde Henry, qui interviendra aussi sur ces questions. N'hésitez pas à nous envoyer des mails à ce sujet. Donc, à quel moment je peux demander le versement de l'aide FEADER et de l'aide région? Alors, pour la partie FEADER, tout simplement lorsque l'opération est réalisée ou partiellement, évidemment dans les délais exigés. S'il s'agit du versement de la totalité de l'aide dans le cas des projets d'investissement, il sera nécessaire d'effectuer une visite sur place pour vérifier que les investissements ont bien été réalisés. Et la dernière condition qui est importante, là aussi j'attire votre attention, c'est lorsque les cofinanceurs nationaux ont aussi versé leur subvention. Donc en conséquence, si la totalité des aides nationales ne sont pas versées, le FEADER ne pourra pas intervenir, en tout cas au niveau du solde. Et pour un acompte, voilà, c'est la même chose. Par exemple, si vous présentez une demande d'acompte à 100 000 € dans le cas du PDR Champagne-Ardenne, il faudra d'abord que la région verse les 18 000 € pour que le FEADER puisse être versé par la suite. Un autre point important, c'est que le montant plancher des dépenses éligibles est fixé à 500 000 € aussi pour la demande de paiement. Donc, si vous êtes en dessous de 500 000 €, le dossier ne pourra pas être financé. Donc, le dossier tombe. Vraiment faire attention à bien attendre ce plancher. Donc, vous aurez la possibilité de faire 3 acomptes intermédiaires dans la limite de 80% de la subvention FEADER qui vous a été accordée. Et dans la limite aussi que les financeurs aient versé leur subvention. Alors, pour compléter donc sur la part région, donc une particularité du dépôt de vos candidatures à la mesure
16 du PDR en Grand Est, c'est que nous sommes en procédure dissociée entre les fonds régions et les fonds européens, le FEADER. Donc ça se traduit pour vous par 2 conventions financières en tant que GoPEI. Donc vous allez recevoir donc, une convention financière pour les fonds régions, si ce n'est pas déjà fait, et une convention financière également arrivera pour les fonds européens, donc le FEADER, ce que vient de présenter Claire. Concernant la contrepartie région, juste en préambule, en fonction de la typologie de votre structure en tant que chef de file et de la problématique traitée, sachez que vous avez soit eu une contrepartie ou allez avoir une contrepartie issue de la politique de la direction de l'agriculture, de la viticulture et de la forêt, ou bien il y a quelques projets aussi qui ont pu être accompagnés, qui seront potentiellement accompagnés par la direction de la connaissance et de la compétitivité. Donc, deux Oui, pardon. S'il vous plaît. Oui. Oui, moi, j'ai rien compris. Est-ce que vous pourriez pas couper votre caméra? Je pense qu'il y aura un meilleur flux. Ah, ça, je coupe. Vous m'entendez? Est-ce que ça va mieux? Donc, je reprécisais juste en termes de contrepartie que vous êtes potentiellement concerné à la région par soit la direction de l'agriculture, soit la direction de la connaissance et de la compétitivité. Alors, en fonction de ça, donc vous avez une convention financière. Je voulais attirer votre attention au cœur de la convention financière sur les modalités pour le versement des aides. À la différence du FEADER, donc vous avez la possibilité pour la contrepartie d'avoir 2 acomptes et un solde. Un premier acompte à la signature de la convention et un deuxième acompte à partir du moment où vous avez réalisé un certain pourcentage de dépenses. Concernant le solde, il sera versé donc après réalisation du projet et pour des raisons de simplification et d'homogénéité, on se basera sur les mêmes justificatifs que vous allez fournir pour le FEADER. Voilà, pour la partie région. Donc, en termes de présentation de la demande de paiement et de justificatif, il faut savoir que le bénéficiaire donc, ne peut présenter que des dépenses retenues éligibles au moment de l'instruction. Donc, vous pourrez le constater via d'abord récapitulatif qui sera joint à l'engagement juridique. Donc, par partenaire sera détaillé effectivement les montants éligibles et ce qui n'a pas été retenu. Pour qu'ensuite, au moment de la demande de paiement, vous ne présentiez pas les dépenses qui n'ont pas été retenues. Donc, bien évidemment, si les dépenses ont été présentées en hors taxe, il faudra suivre la consigne qui a été prévue dans la convention, tout simplement bien se référer à la convention. Bien évidemment aussi, le bénéficiaire a la nécessité de justifier la réalité des dépenses effectuées via des justificatifs des dépenses. Ça, c'est la slide suivante. Un point de vérification aussi important sur les dates d'éligibilité. Une dépense ne pourra être prise en compte que si elle est comprise dans les dates prévues par un engagement juridique, à savoir que la date du début d'éligibilité correspond en fait à la date de dépôt de votre demande d'aide. Vous pouviez commencer dès le dépôt de la demande auprès de notre service. Et de même, donc la date de d'éligibilité, c'est a priori donc au 30 septembre 2022. Alors, les justificatifs sont à présenter pour les différents types de dépenses. Donc, les dépenses sur devis, sur facture, par contre, doivent bien répondre à certains critères. Donc, là, je vais pas revenir là-dessus, mais vous avez déjà un récapitulatif de la forme que doit prendre une facture. Je vous laisserai regarder ça. Slide suivante. En termes de preuve d'acquittement, vous avez 3 solutions possibles. Alors,
premier cas, la facture est certifiée et acquittée par le fournisseur, donc avec bien les 4 points, donc une mention acquittez-le, le moyen de paiement, la date d'acquittement avec le cachet et la signature du fournisseur. Vous avez aussi la possibilité de transmettre donc les extraits de compte avec voilà, le relevé du compte bancaire avec le débit correspondant à la facture. Et troisième cas, le plus simple, effectivement, c'est les annexes du formulaire de demande de paiement signé par le comptable public pour les structures publiques ou par l'expert comptable pour les structures privées. La slide suivante. Concernant les dépenses de rémunération, bien évidemment, il nous faudra fournir tous les bulletins de salaire sur la période de référence. Le contrat. Claire, je me permets juste, est-ce que tu peux couper ta caméra? Ça va, on t'entendra peut-être un peu mieux. Alors, le contrat de travail correspondant à la personne qui travaille sur le PI. Bien évidemment, le relevé de temps passé des missions effectuées, donc le timesheet, pour tout salarié qui n'est pas affecté à 100% sur l'opération. Il doit être daté et signé par le salarié et le représentant de la structure. Celui-ci doit donc faire mention du temps passé sur le pays et du temps passé hors pays. Et il y a aussi une partie commentaire où il s'agit de dire, par exemple, tel jour, il y a une telle réunion, tel jour, tel déplacement. Ce qui permettra du coup, entre autres, de justifier justement les déplacements prévus dans le cadre du pays. À ce sujet, je vous invite vraiment donc à conserver votre calendrier Outlook et tous les documents que vous aurez pu produire, tous les échanges de mails que vous aurez pu faire sur le PI, parce qu'en cas de contrôle, il sera vérifié effectivement que vous aviez effectivement travaillé sur ce projet à ce moment-là. Ça peut arriver. Ensuite, donc, pour le salarié temps complet sur l'opération, il faudra donc éventuellement relever des jours maladie. On va revenir à la slide. Ouais. À relever des jours maladie, congé maternité, voilà, etc. Et puis, évidemment, une feuille de présence d'émargement signée par toute personne qui participe à une réunion concernant un pays. Ça fera partie des justificatifs qui viendront étayer en fait le bon déroulé du projet en cas de contrôle. Slide suivante. On peut passer à la slide suivante. Merci. Concernant les frais de mission, donc tout ce qui est frais de déplacement, donc, le barème, vous l'avez déjà fourni, donc pas besoin éventuellement de me le transmettre. La copie, il me faudra donc la copie de la carte grise du véhicule, le justificatif des distances parcourues, donc signé par l'agent et le responsable de la structure. Et pour les véhicules de service, vous trouvez le détail, il me faudra effectivement l'assurance, le suivi de l'entretien du véhicule, et puis l'estimation des trajets faits via ce véhicule. Concernant les frais de restauration et d'hôtellerie, donc pour réel facture, bien évidemment, et donc si c'est remboursement au forfait, c'est la même chose, il faudra un état récapitulatif signé du responsable de la structure, et voilà. Ensuite, pour les frais de transport, tout simplement fournir des copies des titres de transport, billets de train, tickets de tram par exemple, avec une preuve d'acquittement. Donc soit l'extrait de compte du bénéficiaire, soit un document signé par le comptable. Slide suivante. Ensuite, pour les documents annexes à fournir, donc il y aura, comme pour le dépôt de la demande d'aide, une fiche 1 et une fiche 2 par partenaire.
Il faudra également remplir un tableau de versement qui sera joint à la demande de paiement, mais un tableau de versement des financeurs privés, si c'est le cas, ou des versements effectués par le cofinanceur. Donc voilà, tel cofinanceur a versé tant sur ce projet-là. Il faudra bien évidemment un rapport d'exécution pour les 3 années décrivant les actions réalisées. Et puis, puis le cas échéant, si vous avez modifié votre numéro de SIRET, votre RIB, etc., tous les documents en lien avec ces modifications administratives. Slide suivante. Slide suivante. Ah, merci. Ensuite, en termes de communication, c'est simple, toutes les publications, actions d'information devront faire mention de la participation du FEADER et donc comporter le logo de l'Union européenne avec attention bien la mention Fonds européen agricole pour le développement rural, l'Europe investit dans la zone rurale, le logo du pays et le logo de votre cofinanceur. C'est dans le cas d'un site web, il faut faire exactement la même chose, bien se référer au pays et bien afficher les logos, surtout, ne pas oublier. Slide suivante. Ensuite, pour les projets d'infrastructure ou de construction, il sera nécessaire effectivement d'apposer un panneau temporaire. Je pense notamment, par exemple, à Bio à Grand Est. Il faudra bien faire attention à mettre en œuvre cela. Donc, un tableau temporaire qui sera remplacé 3 mois après l'achèvement par une plaque, par un panneau permanent. Et pour les projets d'achat de matériel, bien sûr, une plaque aussi à la fin du projet. Slide suivant. Et je laisse la parole à Mathilde. Oui, merci Claire. Rapidement, lorsqu'on parle de communication, ayez le réflexe logo, charte graphique, fonds européen, mais bien évidemment également l'accompagnement par la région. Vous avez ici dans la slide une extraction de ce que vous pouvez retrouver en termes de conditions et d'engagement dans vos conventions financières. Voilà, c'est simplement veillez à avoir le réflexe des logos. N'hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner au mieux sur toute la partie communication sur le sujet. Voilà, pour faire simple. Et je laisse Claire reprendre la suite. Et donc pour terminer, tout simplement, on va rappeler effectivement que l'organisation d'un comité partenarial est obligatoire, au moins une fois par an, où l'autorité de gestion et les cofinanceurs devront être conviés. Et puis, tout simplement, un petit rappel sur l'organisation des échanges entre autorités de gestion, régions et GoPay. L'idée, c'est de ne pas démultiplier les interlocuteurs, donc bien identifier la personne qui sera le relais des informations et conserver voilà, ce lien-là. Ensuite, en termes de calendrier, donc, je vous rappelle que la date limite de réalisation du projet est le 30 septembre 2022 et que la date de transmission de la dernière demande de paiement est prévue pour le 30 mars 2023. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Claire et Mathilde. Les questions sont très nombreuses. On n'aura pas le temps de toutes les traiter puisqu'on aimerait quand même garder quelques minutes à la fin pour l'analyse des questionnaires.
Donc, ce qu'on vous propose, c'est voilà, on va en traiter de quelques-unes, et puis bien sûr, il y aura, voilà, vous aurez un retour après avec le compte rendu, voilà, une fois aux questions, et puis voilà, on fera le maximum. Alors, donc pour Claire, le nombre d'avenants possibles pour un projet est-il limité? Alors, il n'est pas limité, mais comme ça demande beaucoup de temps et une charge administrative assez conséquente, je vous invite à ne pas, en tout cas, attendre si vous avez des grosses modifications à faire. Plutôt faire un avenant, attendre et faire un avenant plutôt que plusieurs petits avenants. Voilà. Je pense que ce sera facilitant pour moi et pour vous. Il n'y a pas de limite, mais voilà. L'idée, c'est de ne pas effectivement les démultiplier. Quel pourcentage du financement global est-il possible de demander au démarrage du projet? De demander au démarrage du projet. Pour la partie FEADER, il n'y a pas de pourcentage défini. Ça peut être voilà, 10% du projet, 20% du projet, peu importe. Ça peut être demandé au premier acompte. Merci. Quand serons-nous destinataires de la convention FEADER? Alors, le traitement des conventions, on va débuter la semaine prochaine, donc elles vont arriver au fil de l'eau, petit à petit. Donc, je prendrai contact avec vous pour vous informer effectivement des suites sur ces conventions. Mais elles vont arriver. Quand recevrons-nous le tableau récapitulatif? Alors, il sera joint à la convention, justement. Quelle est la différence entre un engagement juridique et la convention? C'est la même chose. Alors, il y a la convention de partenariat. La convention de partenariat, c'est ce que vous avez, vous, produit entre partenaires, donc qui vous lie entre vous. Et puis, il y a la convention juridique qui nous lie, moi, autorité de gestion avec vous au pays. Y aura-t-il un décalage possible des dates de fin de projet du fait du confinement actuel qui bloque le démarrage du travail de terrain et risque de provoquer un décalage d'une année en raison de la saisonnalité du travail? Alors effectivement, il avait été prévu dans l'appel à candidature qu'une prorogation de délai de 6 mois soit possible. Donc l'idée, c'est effectivement, si vous rencontrez des problèmes par rapport à votre calendrier et à la réalisation du projet, revenez vers nous, moi et Mathilde, pour nous en informer et nous étudierons au cas par cas ce qu'il est possible de faire, si effectivement c'est possible de rallonger la durée du projet. Et une dernière question, voilà, les autres, on les traitera différemment. Faut-il fournir le détail des temps passés sur les autres missions, mission par mission, ou simplement un total de temps passé global sur les autres missions? Global, oui. Oui. Très bien, merci beaucoup. Donc, sauf si quelqu'un veut absolument prendre la parole parce qu'il est frustré, que voilà, il souhaite une réponse à sa question immédiatement, donc vous pouvez le faire. Et sinon, je vous propose de passer à l'analyse des questionnaires. Ok. Est-ce que Clémentine, tu peux du coup mettre le PowerPoint? Merci. Donc, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questionnaires qu'on vous a envoyés. Donc, on a 9 réponses sur 9, donc c'est super. Ce que je vous propose, c'est pas de détailler réponse Je me suis par trompée. réponse. Ah, très bien. C'est pas le bon, c'est l'ancien, ça. Ok. Et donc, vous aurez en fait le détail de chaque réponse. On le mettra dans le compte rendu. Et là, on a fait juste un petit condensé. Voilà, avec les quelques priorités. Merci. Donc, ouais, tu peux passer à la slide suivante. Sur la partie, en principe, mise en réseau, animation et communication autour des GoPEI. Donc, vous communiquez principalement via des réunions régulières
entre vous. Également le site internet et les réseaux sociaux. Certains ont indiqué qu'ils organisaient des séminaires, soit de diffusion interne ou externe, mais aussi des visites thématiques de terrain et des stands sur les salons. Concernant la mise en réseau, le lien avec d'autres GoPEI, voilà, vous êtes 7 à avoir répondu que vous aviez d'autres contacts avec des projets, et principalement à l'échelle du Grand Est. Et puis, voilà, certains d'entre vous l'ont au niveau de la France ou de l'Union européenne, mais c'est quelque chose qui est peu développé. Donc, des pistes d'action possibles qu'on a recensées et sur lesquelles nous, on va travailler, ce qu'on peut vous proposer, c'est bien sûr de valoriser sur le site internet du réseau rural, notamment, les actions que vous mettez en œuvre. Donc, n'hésitez pas à nous transférer les informations. Également, donc là, Pascal vous en a parlé tout à l'heure, il vous est proposé donc de vous inscrire au bref du PEI et aux différentes newsletters thématiques. Oui, il est possible aussi, donc lorsque vous organisez un événement, de l'ouvrir à d'autres acteurs. Donc, un exemple qui nous était venu en tête, c'était si vous organisez une réunion bilan à mi-parcours, voilà, nous, région, on peut relayer via nos canaux et nos différents réseaux cette information-là pour voir si des partenaires peuvent se joindre à vous. Pourquoi pas aussi l'organisation d'un Go-Tour au niveau Grand Est, avec l'appui donc du réseau rural Grand Est. Donc un Go-Tour, c'est aller voir en fait vos projets, l'avancée de vos projets, et puis pouvoir communiquer et le valoriser ensuite au niveau du réseau rural. Une proposition aussi, c'est de mettre en réseau au niveau européen via l'appui du réseau rural national. Et je ne vois pas la dernière proposition, mais c'est celle d'organiser des séminaires thématiques. Donc là, vous avez été quelques-uns à dire pourquoi pas finalement travailler avec d'autres GoPEI, mais dans ce cas-là, voilà, sur des thématiques qui nous concernent plus particulièrement. Et l'autre slide, Clémentine. C'est donc en principe un point sur les aspects administratifs et liés à la gestion de projet. Donc, c'est révélateur de l'ensemble des questions que vous avez posées. Les principales difficultés que vous semblez rencontrer, c'est d'ordre administratif. Certains aussi sur le manque de temps et gestion du calendrier. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va nous travailler pour vous simplifier la vie. Voilà, vous avez évoqué la lourdeur administrative les fonds européens, c'est souvent effectivement pas forcément des procédures simplifiées. Vous avez parlé aussi de la clôture de la phase émergence pour ceux qui étaient en projet émergence, qui a donc un impact sur la mise en œuvre du plan d'action, et puis différents retards ou blocages que vous avez été nombreux à évoquer là dans le chat. Donc là-dessus, on reviendra vers vous. Au niveau des recommandations, enfin des pistes d'action qu'on peut envisager, c'est donc, et puis de votre côté aussi, c'est l'importance des comités de pilotage. Il faut en organiser 1 à 2 fois par an, avec notamment une présence des financeurs qui peuvent vous aider à ces moments-là. La généralisation des réunions techniques collectives, comme ce webinaire, pourquoi pas 2 fois par an minimum. L'importance de contacts réguliers et individuels, mail, téléphone, avec les services techniques de la région. Alors, à voir de quelle manière est-ce que ça se concrétise. J'ai vu qu'il y avait une piste d'action qui a été proposée par un des GoPEI, donc à étudier. Et l'organisation d'un atelier collectif pour partager les expériences, les clés de réussite, les difficultés, donc à minima 1 fois par an. Voilà. Il y a eu aussi le Covid qui a été évoqué. Il y a une foire aux questions que nous a transféré Pascal Riccoboni sur justement cette gestion de crise. Donc, on vous relaiera l'ensemble des questions et des réponses qui ont déjà été évoquées. Voilà, je vous remercie. On est dans le temps. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite encore prendre la parole, évoquer quelque chose en particulier?
Bon, bah, écoutez, si c'est bon pour vous, voilà, sachez qu'il y a encore une quinzaine de questions qui sont en suspens. On revient vite vers vous avec des éléments de réponse. Donc, je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie de votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Réseau rural Grand Est. Merci. Et à tous. Louise, Oui, Clémentine, on est toutes Oui. les trois? peut-être il y un a- peu plus, mais Je crois qu'il y reste Claire et Mathilde avec nous. Bon. Non, mais je voulais vous féliciter, hein. Merci. Bah, écoute, non, mais vraiment, moi, je trouve ça vraiment très bien. Enfin, au niveau national, pour l'animation, vous imaginez pas à quel point moi, ça peut nous faciliter la vie. Parce que les avoir entendus parler de leur projet, ne serait-ce que 3 à 4 minutes, ça permet vraiment de cibler. Donc ça, je pense que c'est